Quels sont les suppléments à prendre pendant la grossesse? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui n'est pas recommandé? Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin ou pas? Je suis Rita de la chaîne Ayurnato, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et là, on est dans une séquence grossesse, allaitement, postpartum, etc. Parce que j'ai un petit bébé, donc je vais avoir mon deuxième bébé. Je ne sais pas si ça se voit devant parce que j'ai pris que là. Et donc, on part dans cette dynamique de faire des choses sur la grossesse. Et donc là aujourd'hui il faudrait vous parler des supplémentations. Donc là je vais utiliser plus des outils que je vais avoir en naturopathie parce que en naturopathie on va avoir une perspective, une vision qui est un peu plus moléculaire par rapport à l'Ayurveda. Donc en Ayurveda, pour résumer, donc je vous dis ça juste au début, en fait l'Ayurveda elle va prendre en considération que tout au long de la grossesse la femme elle va être en phase Vata. Et du coup, ce qui va être recommandé comme plante, en fait, parce qu'en termes de compléments alimentaires, si on peut dire comme ça, on n'est pas dans la micronutrition, etc. On est vraiment dans les plantes. Et ce qui va être recommandé, c'est les rasayanas. Les rasayanas, c'est des choses qui vont nourrir le corps. Et donc, ça va rentrer, par exemple, le shatavari, c'est une plante pour la femme. Mais je vous ferai une autre vidéo que sur les plantes occidentales et ayurvédiques, donc je vous en parlerai un peu plus. Donc là, je voudrais me concentrer sur un petit peu la micronutrition. Donc ça, c'est plus des recherches modernes qu'on va retrouver comme conseil par les médecins, en fait, un conseil en allopathie que votre sage-femme, que votre médecin il va vous dire. Et puis les approches un peu plus naturelles, donc ça, c'est plus la naturopathie. Donc dans l'ordre, la première chose à laquelle on va penser, quand on veut tomber enceinte, donc c'est même avant la grossesse, c'est la B9, ok? Pourquoi la B9? En fait, la B9, l'acide folique, c'est connu depuis longtemps. En fait, c'est peut-être le complément de la grossesse le plus connu depuis plus longtemps. Parce qu'en fait, il y a des études qui vont montrer que ça va aider à la formation du cerveau du bébé, de sa colonne vertébrale et notamment de la fermeture du tube neural qui est super important pour le bébé, en fait, pour la formation du cerveau du bébé. Alors, du coup, normalement, ce qui est recommandé autant en allopathie qu'en naturopathie, c'est de supplémenter avant la grossesse. Okay, les 3 mois, enfin, à partir du moment qu'on sait qu'on veut tomber enceinte, c'est intéressant de supplémenter. Et puis, on continue à supplémenter les premiers mois de grossesse, par exemple, les 3 premiers mois. Des fois, c'est compliqué si on commence aux 3 premiers mois parce que pendant les 3 premiers mois, justement, c'est là où on a les nausées, tout ça. Donc, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il y a des recherches, il y a de l'évidence scientifique qui montre les bienfaits de la supplémentation en B9. Et là, on va privilégier des sources qui sont naturelles plutôt que la B9 qui est chimique, qui est produite en labo. Enfin, c'est toujours produit en labo, mais il y en a des sources qui sont plus naturelles que d'autres. Donc, auprès de votre pharmacie, vous pouvez voir ça. Je ne veux pas vous donner les labos parce que les labos, après, ils changent de qualité. Deuxième chose, alors j'ai une feuille de route pour rien oublier de vous dire. Donc, c'est pour ça que des fois, je regarde à côté. Deuxième chose super importante, c'est regarder le taux de fer. Donc, ça a été oublié pendant longtemps. Mais le fer, c'est super important pendant la grossesse et avant de tomber enceinte, pendant la grossesse. Et même après. En fait, le fer, c'est un sujet très compliqué parce que dans les recherches, on va retrouver des choses qui sont très contradictoires et du coup, on va retrouver des temps différents dans la médecine où il va être recommandé, où il va être interdit, ou etc. En fait, la question du fer, c'est que la question du fer par rapport à la grossesse, c'est que en fait, les besoins de taux de fer, ils vont être augmentés pendant la grossesse. Okay, donc ça, c'est une évidence. Donc, parce que il y a un besoin, il y a un métabolisme qui est accéléré et le taux de fer, et on a besoin de plus de taux de fer en fait. L'autre chose qui est importante aussi, c'est de savoir que quand on allaite le bébé, c'est le minéral qui passe le moins bien dans l'allaitement aussi, le fer. Le problème de pourquoi il y a la difficulté de recommander du fer, qui a eu, c'est pas le cas au moment, là en tout cas en France, actuellement c'est préconisé de recommander du fer, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et pourquoi pas?
Parce que déjà il y a l'hématohématochromatose, j'ai toujours du mal à dire cette maladie, qui est une maladie qui est plutôt rare, mais où il y a des conséquences très graves, où on a un excès de taux de fer. Et puis en fait, c'est que le fer, s'il est un excès, il peut être oxydatif. Donc si on donne du fer et qu'il n'est pas assimilé, qu'il n'est pas bien supporté, ça va créer tout un tas de dégâts. Okay. Néanmoins, ce qu'on vérifie aujourd'hui, et donc c'est la norme aujourd'hui, c'est que en fait, si on est carencé en fer, la maman elle va pas être bien et le bébé il va pas être bien non plus parce que la maman il va pas pouvoir donner au bébé ce dont il a besoin. Pour le fer, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, ça c'est des choses plus générales, pas spécifiques à la grossesse, donc je ne vais pas m'éparpiller là. Mais ce qui est intéressant dans votre bilan sanguin, c'est de voir le fer et la ferritine. Et pour la ferritine, pas tous les médecins ils vont être d'accord, certaines sages-femmes vont être plus à l'écoute et plus dans cette observation-là, certains médecins aussi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, en général, les médecins ils vont s'inquiéter du fer aujourd'hui, le fer sérique. Le fer sérique, c'est celui qui circule en fait dans le sang. Et il y a la ferritine qui est le taux, qui est le stock de fer en fait. Et c'est celui-là qui va nous intéresser un petit peu plus pour la grossesse. Et en fait, la valeur minimum qui est établie par les labos, ça change de labo à labo, mais en général, ça va entre 10, 15 jusqu'à 300, 400. Et ce qu'on observe, c'est qu'à partir, en fait, pourquoi est-ce que le minimum a été posé en 10, 15 c'est parce que, en fait, on détermine ça parce que si le taux de ferritine il est inférieur à cela, on est dans l'anémie. Mais avant d'être dans l'anémie, on a tout un tas de problèmes. À partir de 70, on commence à avoir des chutes de cheveux, par exemple. Ça, c'est pour une personne normale, ok, homme, femme, même en dehors de la grossesse. Donc, si on est dans une grossesse où les besoins de fer ils sont augmentés, on va chercher dans les stocks de fer. Si le stock de fer il est bas, par exemple pour moi, pour le début de cette grossesse, il était à 30. C'est bas, ok. C'est dans la norme, ok. Donc les médecins, il va dire, ah ben, c'est normal. Ma sage-femme, donc j'ai cherché quelqu'un qui est plus à l'écoute dans ce genre et plus dans la surveillance de ce genre de choses, bah, elle dit non, il faut supplémenter. En fait, parce que c'est bas. Et je vérifie que malgré la supplémentation, il y a un problème d'assimilation qui s'est mis en place pendant la grossesse, que du coup, mon taux de ferritine continue à descendre, malgré la supplémentation. Donc, c'est intéressant de supplémenter en fer, mais pour supplémenter en fer, on va avoir besoin d'une prise de sang, parce qu'on ne supplémente pas un fer juste comme ça, parce qu'il y a des conséquences si on a un taux de fer qui est trop important. Ok ? Donc, encore une fois, on va privilégier les sources naturelles de fer. Donc, des sources qui sont très intéressantes, c'est par exemple la spiruline. L'ortie va être très intéressante. Et après, vous avez différentes labos qui proposent des supplémentations à fer très ciblées. Si vous vérifiez que vous devez supplémenter tout au long de la grossesse parce que vos taux ils sont très bas, ce que je vous conseille c'est de chaque mois changer en fait pour voir, parce qu'il y en a peut-être qu'il y en a un type de fer qui va être plus assimilé par vous ou pas. Il y a certaines préparations, par exemple le Floradix, qui est un mélange de plantes qui va favoriser le fer, mais c'est surtout le fer sérique en fait. Pour le stock de fer, c'est difficile. C'est difficile de faire remonter le stock de fer. C'est pour ça que c'est intéressant de supplémenter en permanence et aussi après l'accouchement même. Donc voilà pour le fer. Ah oui, une chose intéressante pour le fer, j'ai failli, c'est pour ça que j'ai mes notes. Vous voyez. Une chose qui est intéressante pour le fer, c'est de le mélanger à la vitamine C. Donc par exemple, si vous prenez sous forme de spiruline, de boire un verre de jus d'orange en même temps que vous prenez votre fer, ça va favoriser cette assimilation. Le calcium, qui va être aussi intéressant pendant la grossesse, ça va diminuer le risque de pré-éclampsie pendant la grossesse. Donc le calcium dans l'alimentation, vous allez trouver dans les laitages si vous prenez des laitages d'origine animale, mais aussi dans les amandes, dans les légumes à feuilles vertes foncées, etc. Si besoin, donc si vous avez un bilan, en général les médecins ne prescrivent pas le calcium à vérifier dans l'analyse sanguine, mais si vous avez de la chance de tomber sur quelqu'un qui vous l'a prescrit, que vous voyez que réellement les taux ils sont bas, il peut être intéressant de supplémenter. Mais encore une fois, le calcium, ça fait partie des minéraux qu'on ne va pas supplémenter juste parce que, ok, parce qu'il y a des dégâts
si on supplémente alors qu'on n'en a pas besoin, si on a un surdosage, ok, de calcium. Vitamine D qui va de pair avec le calcium, ok, les deux ils travaillent ensemble, ils sont coadjuvants dans le corps. Donc en fait au niveau de la vitamine D, elle est métabolisée par le soleil certes, mais on vérifie, en tout cas la tendance que les études montrent les plus récentes et même les dernières méta-analyses que j'ai pu regarder, il y a quand même une carence, la population est dans un état de carence même dans les endroits où le soleil il est bien présent. Donc parfois il peut être conseillé de supplémenter. Donc normalement c'est encore une fois la vitamine D d'origine naturelle qui va être à privilégier. En général ce qu'on va pouvoir trouver c'est de la vitamine D3 qui est faite à partir de la métabolisation et de la transformation de la lanoline qui est la laine du mouton. Et du coup donc c'est une origine naturelle. Et normalement ce qu'on conseille c'est une goutte par jour pendant tout au long de la grossesse et environ au 7e, 8e mois de grossesse il y a des études qui montrent l'efficacité de doser plus la vitamine D pendant cette période là. Alors la vitamine D elle va agir sur beaucoup de choses, sur le côté hormonal parce qu'en fait elle a un côté, même si on l'appelle vitamine, elle a plus un comportement comme si c'était une hormone. Donc elle agit sur énormément de choses dans notre santé en fait, notamment l'immunité, notamment le bien-être en fait, se sentir bien, se sentir heureux, ça en fait partie donc c'est intéressant de le faire. Après, où est-ce qu'on va trouver dans l'alimentation un peu de vitamine D? Dans les poissons gras, dans l'œuf, dans le jaune d'œuf, on va pouvoir retrouver ça. Il faut toujours un peu de soleil. Et éventuellement la supplémentation, donc si on supplémente, ça serait plutôt avec de l'origine naturelle si on peut. Qu'est-ce qu'on a? Oméga 3. Donc oméga 3, super recommandé en naturopathie par les naturopathes en général tout au long de la grossesse. Et on s'arrête vers le 7e, 8e mois de grossesse. Okay, les oméga 3 ils vont apporter ce côté nourrissant, ils vont être importants pour le bébé. En termes pour la formation du cerveau aussi, mais en fait pour la maman ça va être intéressant aussi pour éviter toute sécheresse et pour avoir ce côté nourrissant dans les huiles. Est-ce que pour toutes ces choses là, pas que pour l'oméga 3, est-ce que c'est obligatoire de supplémenter? Non, c'est jamais obligatoire, donc il faut voir en fait par rapport à vous les carences que vous avez. Donc pour savoir si les autres choses qu'on a vues, en général, on peut le voir dans une prise de sang. Okay, c'est facile de voir si on est carencé ou pas. Pour l'oméga 3, c'est un petit peu plus difficile. Mais en général, on peut observer que si on a une peau qui est très sèche, si on a une immunité qui est fragile, des choses comme ça, on va pouvoir avoir une indication de que ce serait intéressant de se supplémenter en oméga 3. Parce que, en fait, la maman elle va donner à son bébé ce qu'elle a. Et le bébé, il va pas prendre tout ce qu'il peut. Donc déjà, si la maman, elle est carencée, mais qu'elle peut donner à son enfant, il sera bien. Mais du coup, la maman, elle va être carencée à la fin de la grossesse. Et si la maman, elle n'a même pas assez pour son bébé, les deux, ils vont être carencés après. Donc la supplémentation, si vous me connaissez de ma chaîne déjà, vous avez l'habitude, moi je ne suis pas pour la supplémentation de façon générale. Mais il y a des périodes où ça peut être intéressant de supplémenter. Donc ça, il faut toujours voir le pourquoi et le comment et mesurer cas par cas. L'iode, il y a pas longtemps, on ne parlait pas tant que ça. Maintenant, on parle beaucoup d'iode parce que justement, il va contribuer, donc on le connaît beaucoup pour les hormones thyroïdiennes, mais pour l'enfant, en fait, il va contribuer aussi à la formation des os, à tout un tas de choses. Donc c'est important d'avoir un bon taux d'iode. Donc maintenant on en parle beaucoup. Donc ce qui est l'idéal, c'est toujours de passer par l'alimentation. Donc si on peut passer par une alimentation qui va être riche en iode, et comment est-ce qu'on va trouver ça? Certains pays, ils ajoutent du iode dans le sel de cuisine qu'on achète en grande surface, tellement il y a le manque d'iode dans ces populations-là, mais ce n'est pas le cas de la France. Donc en tout cas, ce n'est pas fait de façon systématique. Mais là où on va les trouver, c'est par exemple dans les algues.
Attention, la spiruline, c'est une algue d'eau douce, donc elle ne contient pas de iode. Mais les autres algues, les algues salées qu'on peut trouver en magasin bio, en général, les différents types d'algues, elles vont avoir ce côté iodé qui peut être intéressant, donc à saupoudrer dans vos plats. En général, ça c'est une chose qu'on peut regarder dans la prise de sang, mais ce n'est pas remboursé. Donc si vous voulez savoir votre taux de iode dans le sang, il faudrait que vous payiez à part. Ok, donc même si vous demandez à votre médecin de vous prescrire, il faut toujours une prescription, mais il faut que vous le payiez. Mais en général, on a des indications avant la grossesse si votre taux d'iode il n'était pas bon. Ce qui est intéressant, c'est de juste même sans avoir une prise de sang qui l'indique, d'ajouter de temps en temps dans votre assiette un petit peu des algues qui vont apporter ce côté iode. Voilà, donc je vous ai dit pour les os, mais la contraction, tout ce qui est contraction musculaire et aussi le fonctionnement du cœur pour le bébé, c'est important. La B12, en fait, il y a des vitamines qui vont ensemble, en fait, la B9, la B12, le fer, la vitamine D, ils vont ensemble un petit peu. Et en fait, pareil, si on est carencé en B12, ça peut créer des problèmes pour le bébé et des carences pour la maman. Pour le fœtus, ça va être important. Et en fait, la B12, elle va avoir un impact, comme elle va être liée avec le fer, etc. Tout ça, c'est intéressant d'aller la regarder. Elle aussi, elle peut être vue dans une prise de sang. Et en fait, parfois, on a des taux de fer qui sont très diminués et qu'on n'arrive pas à faire remonter. Et parfois, on supplémente un B12 et le taux de fer, il va augmenter. Donc, c'est intéressant de voir ça. Voilà pour la B12. On parle beaucoup des végétariennes, des véganes qui sont carencées en B12 parce qu'on la trouve plus facilement dans les produits animaux. Mais on vérifie aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas végétariennes et qui sont aussi carencées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les sols, ils sont appauvris. Normalement, la B12, c'est quelque chose qui est dans les sols. Et les sols, aujourd'hui, ils sont appauvris. Donc, même les légumes, même la viande, pour ceux qui sont consommateurs de viande, la B12, elle n'est pas forcément de qualité. Et puis, les corps, ils s'assimilent pas forcément cette B12. Donc, c'est intéressant de regarder dans un bilan sanguin, encore une fois, si on est carencé ou pas. Et éventuellement supplémenter pendant un certain temps. Encore une fois, vous pouvez regarder. Je n'ai pas envie de vous donner des noms de labos, parce que les labos, c'est fluctuant la qualité en fait. Quand ils débutent, des fois ils sont de super qualité et après ça diminue. Donc je préfère ne pas m'avancer sur les noms des labos. Voilà, la B12 elle sera importante pour le système nerveux du fœtus, pour les globules rouges, tout ce qui est en fait la cognition de l'enfant, la capacité cognitive de l'enfant. La B12 elle va être importante. Et pas seulement pendant la grossesse, en fait, ça donne quelque chose, mais c'est quelque chose à surveiller pour l'enfant au long de sa vie, en fait. Parce que, en fait, on vérifie que la plupart des enfants, à la naissance, ils sont carencés déjà en fer. Comme je vous dis, le fer et la B12, ils sont un peu liés. Ils travaillent un peu ensemble. Et en fait, c'est des carences en fer qui sont déterminées et qui sont découvertes assez tard, parce que pas tous les médecins ils vont penser à faire une analyse sanguine pour voir ça. Mais par exemple, mon enfant, il a 3 ans et demi, le grand, il est fils aîné, et il est déjà carencé en fer. Donc, et c'est pas rare en fait. C'est juste que les médecins ils ne le savent pas forcément. Et une carence en fer depuis un très jeune âge, ça entraîne des conséquences. Donc ça, le fer, la B12, c'est des choses que vous pouvez regarder aussi plus tard. Et pour vous, en tant que maman, en tant que jeune maman, mais aussi pour vos enfants. Dans l'alimentation, la levure de bière, ça peut être intéressant. Alors les viandes, si on ne veut pas forcément le supplémenter, donc tout ce qui est viande va avoir plus de B12, mais aussi dans la levure alimentaire, la levure de bière, tout ça, vous allez retrouver un petit peu de la B9, la B12. Ce qui peut être intéressant. Après, il y a le magnésium. Et celui-là, du coup, c'est plus version naturopathe. Les médecins, ils ne donnent pas tellement d'importance à ça.
Le magnésium, il va pouvoir prévenir tout un tas de maux de grossesse comme les crampes par exemple, et surtout le stress au niveau du système nerveux. Il y a des études qui montrent, mais ils ne sont pas... on va dire que des fois on a des études qui pointent tous dans la même direction et qu'on fait des méta-analyses où on va voir que quelque chose est plus justifié. D'autres fois on n'a pas ça. Donc pour le magnésium c'est pas très sûr, mais il y a des études qui indiquent que le magnésium il va aider à éviter le baby blues à la naissance. En fait, ce baby blues, en fait, à la naissance, c'est cette sensation d'être un peu triste, un peu dépressif, parce qu'on a perdu tout un tas d'hormones, qu'on n'a plus notre bébé dans le ventre. Le magnésium, il y a des études qui suggèrent que le fait de prendre le magnésium tout au long de la grossesse, il va aider à prévenir ce baby blues. Donc ça peut être intéressant. Pour les personnes qui ont un peu un système nerveux un peu instable, qui en général sont un peu plus avec une tendance à l'anxiété, des choses comme ça, ça peut être intéressant de supplémenter de magnésium tout au long de la grossesse. Voilà, et après, en fin de grossesse, l'huile d'onagre, ça aussi c'est plus naturopathe, les médecins ils ne vont pas trop recommander ça, mais l'huile d'onagre a raison de 1,5 mg par jour à partir du 8e mois, donc vraiment à la fin de la grossesse, ça peut être intéressant. Il peut être aussi utilisé pour, si on achète un capsule par voie vaginale, pour favoriser en fait, pour avoir un peu plus d'onctuosité à ce côté-là et pour favoriser l'accouchement, avoir l'élasticité des tissus, surtout si c'est une personne qui a, et une maman qui a tendance déjà à avoir beaucoup la peau sèche et tout ça, ça peut être intéressant de le faire. Donc par voie orale, le dernier mois de grossesse, donc à partir du 8e, et par voie vaginale les derniers 15 jours avant l'accouchement. Voilà, et après se préparer aussi pour l'accouchement, donc de préparer des homéopathies à base de arnica, de calophyllum, ça peut être intéressant aussi. Si on commence à avoir beaucoup de douleurs en fin de grossesse, donc dans les derniers temps on peut prendre ces homéopathies et après elles vont être de toute façon très utiles pendant l'accouchement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude parce que je fais beaucoup de Ayurveda, donc aujourd'hui c'était beaucoup plus naturopathie, supplémentation, c'est pas du tout dans mes habitudes. Donc vos commentaires ils sont très bienvenus pour que je sache où me situer, est-ce que je continue à faire des contenus dans ce style-là, que ce soit dans la grossesse ou ailleurs. Mais voilà, donc j'attends vos retours et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.